Bonjour à tous, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures et Mendy sourit, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bonjour Mendy. Bonjour Dani. Vous êtes ministre aussi? Non. Pas encore. Miss ZCL plutôt. Ah, ministre ZCL, d'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de choses graves, puisqu'on va parler du journal France Antilles qui a un certain nombre de difficultés. Pour ça, la porte-parole des salariés journalistes est avec nous, Annick Fabrice, on va la recevoir tout de suite. Sinon, après notre rubrique avec Francette Rosamond, Amazon Caraïbes, on parlera aussi avec Luc Saint-Éloi. Luc Saint-Éloi, c'est l'auteur de cet ouvrage, Blessures secrètes pour lui 1943. Il devrait y avoir ce samedi une manifestation dans ce sens-là, rappeler un peu ce qui s'est passé en 1943. Et Luc Saint-Éloi avait écrit une pièce, Blessures secrètes, à partir de l'œuvre de Sonny Ripper, Défi. On va parler avec lui tout à l'heure. Et puis j'ai quelques autres bouquins qui sont sortis, on en parlera plus tard. À la fin de notre session, nous aurons donc notre chronique juridique avec notre avocat habituel, Franz Calvaire, qui sera tout seul aujourd'hui. Et donc, on va tout de suite dérouler les titres de l'information avec Mendy. Merci Danick, bonjour à tous, merci de nous suivre et voyons donc ce qui fait l'actualité en ce jeudi 18 mai. Et vous le savez, Erika Barit a donc laissé sa place à Annick Girardin, la nouvelle ministre des Outre-mer. Nous avons recueilli ses réactions ainsi qu'un petit bilan de ses actions menées au sein du gouvernement. Indignation, consternation, voici l'état dans lequel se trouve le personnel de la crèche La Ronde Enfantine. Voilà bientôt 2 ans que les salariés subissent le mépris et l'arrogance répétée de leur employeur. Aujourd'hui, les salariés ont donc ras-le-bol et ont décidé de se mettre en grève. Et la fête des mères est l'une des occasions dans l'année pour mettre à l'honneur les tendres et douces mamans. Pour préparer ce moment comme il se doit, eh bien, un mercredi à Timoun assez spécial a été organisé hier après-midi à l'espace René Toribio de Ravinchaude. Merci Mendy, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 2008 environ, le journal France Antilles subit des hauts et des bas, des difficultés sur le seul quotidien existant aux Antilles Guyane. Il a été créé en 1964. Le journal, on peut dire, c'est bien démerdé dans les années passées. Et puis depuis quelques années, ça commence à se gripper. C'est la raison pour laquelle les salariés commencent à être mobilisés. Nous avons reçu la semaine dernière 2 syndicalistes de l'UGTG, de l'UTT-UGTG, qui donnaient leur sentiment sur le fonctionnement du journal et surtout particulièrement par rapport à ces offres de reprise, si reprise il y a dans les jours qui viennent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons voulu avoir le point de vue d'une journaliste à l'intérieur de France Antilles et qui est responsable de toute la rubrique Grande Terre, justement, de sa circonscription. Annick Fabrice, bonjour. Bonjour Danick. Alors, les choses vont si mal à France Antilles? Les choses vont très mal, puisque depuis jeudi dernier, l'entreprise n'est plus en redressement judiciaire, mais en liquidation judiciaire, avec autorisation de fonctionner pendant 3 mois, le temps que la reprise se fasse. Donc, situation extrêmement grave. Oui, mais quand vous dites ça, liquidation judiciaire, le commun des mortels pense que le journal va disparaître totalement, et ce n'est pas le cas. Nous espérons que non. Il faudrait que les gens sachent qu'il y a quand même 2 repreneurs sous les rangs qui se proposent de reprendre l'activité. Donc nous espérons que dans ces offres-là seront suffisamment séduisants pour que le tribunal retienne un d'entre eux, mais rien n'est moins sûr pour l'instant. Alors, il y a environ une centaine de salariés en Guadeloupe et sous l'ensemble, il y a à peu près 300 salariés à peu près. Tout à fait. Ça veut dire que si le journal disparaissait, scénario catastrophe, 300 personnes seraient au chômage? Plus de 300 personnes seraient en chômage et en Guadeloupe, 112 personnes. Oui. Exactement, précisément. Oui. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors, j'ai vu il y a quelques semaines, il y avait une page de publicité un petit peu bizarre d'ailleurs, publicité, on va dire, au Prodomo dans le France Antilles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Chaque monde achète des France Antilles en plus, là, il faut acheter ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, je ne sais quoi répondre. Je veux dire, là, on est arrivé vraiment au bout du bout, oui. Comme on dirait chez nous, en boutage à des haïtiennes. Oui, en boutage à des haïtiennes, oui. Voilà. Il faut dire que le journal n'a cessé, les ventes du journal n'ont cessé de s'éroder au fil du temps. Oui. Tous les journaux connaissent les mêmes problèmes, connaissent. Oui, la presse écrite est en crise parce que face au numérique, le numérique qui a pris le dessus mais qui ne donne pas un format économique
rentable non plus. Après, il y a que peut-être quelques problèmes de gestion au sein de l'entreprise, peut-être un virage numérique pas suffisamment tôt, peut-être une modernisation et des investissements qui ont trop tardé, qui n'ont pas du tout eu lieu. Donc tout un ensemble d'éléments qui font que la barre n'a pas pu être redressée par les gens qui, jusqu'à présent, gèrent l'entreprise. Mais ça veut dire que vous n'avez pas vu venir ? Ça fait quand même depuis 2008, 2009. J'ai dit 2008 tout à l'heure, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis 2008, nos résultats n'ont cessé de décliner. Est-ce que les gens qui étaient chargés de gérer cette entreprise ont fait ce qu'il fallait? J'ai pas de réponse à la question. Je vais pas être impérative. La question se pose. En tout état de cause, depuis 2 ans, nous avons déjà subi plusieurs plans de redressement qui n'ont, plutôt que de sauver l'entreprise, donc peut-être même plutôt couler, j'allais dire. Donc voilà. Mais alors, puisque vous êtes journaliste, il faut quand même qu'on parle du produit journal. Est-ce que, de 64, ça c'est très lointain, vous n'étiez pas né peut-être et vous n'avez pas vu ça, mais enfin, le journal a passé plusieurs étapes. Est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue éditorial, le journal est en phase avec son lectorat? Est-ce que le lecteur ne l'achète pas parce que le journal ne lui convient plus, ou bien parce que le lectorat a vieilli et que le journal ne s'est pas rajeuni? Alors, il y a plusieurs éléments. Le lectorat, bien sûr, a vieilli. Le journal n'est pas en phase. Je ne sais pas, je ne pense pas. Après, je pense qu'au niveau du contenu, on s'est beaucoup amélioré au fil des années. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord là-dessus. Le France Antilles d'il y a 10 ans... C'est pas France Menti. Voilà, ce n'est plus le France Antilles d'aujourd'hui. Après, on a un journal qui est quasiment en noir et blanc. Est-ce qu'aujourd'hui, à notre époque, on peut se permettre d'avoir un journal en noir et blanc, par exemple? Oui. C'est une question qui... Vous avez changé de format aussi, il faut le dire. On a changé de format. De maquette aussi. Voilà, mais est-ce qu'on est allé suffisamment loin? Est-ce qu'il y a eu les investissements nécessaires pour qu'on offre un produit encore plus moderne? Je n'en sais rien. Oui. Je ne suis pas gestionnaire. Vous n'êtes pas gestionnaire. Alors, les gestionnaires, qu'est-ce qu'ils vous disent à vous, journalistes, aujourd'hui? Aujourd'hui, bien la coulée, pas ni l'argent encore. On va être clair. C'est ça, c'est tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Là, on est au bout du bout. Et notre espoir, c'est qu'il y ait un repreneur sérieux qui reprenne sa société et qui fasse les investissements nécessaires, une ligne éditoriale claire pour que le journal reprenne et reparte. Annick Fabrice, on le sait, France Antilles a été un journal très rentable. Ça a été un monopole. Quand on est monopole dans un pays, seul quotidien, qui est devenu une institution au fil des années, du point de vue de la publicité, des annonces légales de la publicité, le journal était rentable quand même, non? Oui, mais après, il ne faut pas oublier quand même aussi, il y a eu la crise économique qui est importante. Oui. Aujourd'hui, quand vous avez le choix à faire un choix entre acheter un pain et acheter un journal, vous faites quel choix? Oui, d'accord. On ne mange pas le journal. Oui. Je ne sais pas le pain, vous n'avez pas le journal. On ne mange pas le journal, c'est vrai. Quand vous avez par ailleurs accès sur Internet à des informations rapides, instantanées, même s'ils ne sont pas vérifiées, même si ce sont des rumeurs, etc., vous allez sur Internet. Si nous, de notre côté, on n'a pas un produit suffisamment fort sur Internet pour concurrencer, ça va mal, quoi, tout simplement. Je crois que l'aspect économique ne doit pas être négligé. Oui. Parce que le journal a perdu des lecteurs, mais il a perdu aussi des journalistes. Certains sont partis, certains ont démissionné, certains n'ont pas été remplacés. On a eu un redressement judiciaire qui a fait perdre des journalistes qui ont été licenciés ou qui sont partis parce qu'ils travaillaient encore. On les a poussés vers la sortie. Oui. Il faut savoir que nous, journalistes, on fait un journal tous les jours, mais on le fait au forceps. Oui. Un des repreneurs d'emblée dit déjà qu'il va licencier du monde, et dont 10 journalistes. On se pose la question... 10 journalistes sur combien? Alors, en Guadeloupe, on est 27. Oui. 27 tout donc corps de... Ça voulait dire qu'on ferait le journal avec 17... Voilà. 27 tout corps de métier confondus, parce que... Maquettiste, rédacteur en chef, photographe et compagnie. On est 27 aujourd'hui. Il licencierait 10 journalistes. La question de savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut continuer le quotidien?
On en doute fort. Est-ce qu'il veut faire un hebdomadaire? Est-ce qu'il veut faire un mensuel? Ce repreneur en question nous parle beaucoup de mettre en place les mêmes méthodes qu'il a mises pour le journal L'Étudiant. C'est un journal mensuel en France. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il veut faire un mensuel? Est-ce qu'il veut faire un hebdomadaire? Est-ce qu'il veut faire du contenu en France hexagonale et le faire simplement éditer en Guadeloupe? On n'en sait rien. La question se pose. Vous avez accès aux documents de ces repreneurs, Alors, je veux dire, même vraiment au fond. Les représentants du personnel ont eu accès aux offres. Oui. Pour l'instant, les 2 offres sont floues, sont insuffisantes. Il y a une première offre qui a été déposée et qui dit « Nous reprenons l'ensemble des salariés de l'entreprise », mais pour le reste, on n'en sait pas grand-chose. L'autre qui dit, moi, je veux reprendre, et moi déjà, d'ores et déjà, je vais licencier 99 personnes. 99 sur personnes. Les Antilles-Guyane. Sur les 300 Voilà, je vais dire, déjà d'emblée, moi, je vais licencier 99 personnes, et après... C'est le flou, la question, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut faire un mensuel, un hebdomadaire? Est-ce qu'il veut faire du contenu en France hexagonale et le faire éditer en Guadeloupe, aux Antilles et en Guyane? On n'en sait rien. Est-ce que l'hypothèse d'un journal tout numérique est déjà dans l'air? Est-ce que c'est possible déjà? Parce que c'est arrivé pour certains journaux. Bon, François, moi, c'est pas un bon exemple, mais enfin... ça n'a pas été dit clairement, mais oui. Toutes les questions sont à poser. Oui. Toutes les questions sont à poser. À part le premier projet qui dit voilà la ligne éditoriale qu'on veut suivre, on veut un journal tout en couleur, etc. L'autre, il dit pas tout ça. Il dit moi je vais licencier des journalistes et voilà. Donc, mais le projet qui dit aussi je vais prendre tout le monde, je vais ligne éditoriale, mais il n'y a pas un contenu financier non plus. Donc alors j'ai su que vous avez créé une société des journalistes. Oui. Donc c'est au moins une protection d'une certaine manière. En tout cas, pour faire entendre notre voix. Oui, au moins faire entendre la voix. Vos confrères ou salariés du syndicat qui étaient ici n'ont pas tout à fait la même vision que vous. Est-ce qu'il n'y a pas une harmonisation à trouver à l'intérieur vis-à-vis du repreneur? Parce que si les salariés journalistes ont un point de vue, les salariés techniciens ont un autre point de vue, le repreneur, il pourra, comment dire, couper et hacher. Sans doute, il y a une harmonisation tant qu'il y a les hommes, tant qu'on peut parler, tant qu'on peut dialoguer, rien n'est perdu. Après, il faut qu'on s'entende sur les choses. C'est-à-dire, nous, journalistes, nous estimons que nous sommes le cœur du métier, le cœur de l'entreprise, nous sommes un journal de presse, nous ne sommes pas des vendeurs de macaroni ou des vendeurs d'auto. Donc, s'il n'y a pas de journaliste, s'il n'y a pas de ligne éditoriale, il ne peut pas avoir les autres métiers. S'il n'y a pas de journal, il ne peut pas avoir d'impression, il ne peut pas avoir de publicité. Ça, c'est clair. S'il n'y a pas une ligne éditoriale, si un des repreneurs, le repreneur qui est choisi et dit demain, moi je fais que du numérique, il n'y a plus d'imprimeur, et dit moi je veux pas de pub, ou alors je vais externaliser ma pub, il n'y a plus les salariés qui sont chez nous et qui sont des commerciaux seront aussi licenciés. Les imprimeurs, il dit moi je fais un journal, mais alors je décide de l'imprimer ailleurs, il n'y a plus de journal non plus. Le contenu sera fait, mais il sera imprimé ailleurs. Donc le cœur du métier, si on ne sait pas où on va, s'il n'y a pas de ligne éditoriale, si les gens ne sont pas clairs en disant nous on veut aller là, voilà ce qu'on veut comme ligne éditoriale, voilà tant de journalistes qu'on veut, et voilà ce qu'on veut faire avec les journalistes, le reste, les autres discours ne valent pas, n'ont aucun intérêt. Oui. Et ça, je crois que tous les salariés ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ne sont pas d'accord avec ce discours, mais c'est une réalité. Oui. C'est une réalité. S'il n'y a pas de journaliste, s'il n'y a pas de contenu éditorial, s'il n'y a pas d'autres métiers. Parce qu'il y a des choses qui se sont faites déjà. On a externalisé votre comptabilité, je crois, qui se trouve déjà en Martinique. Alors je ne sais pas si l'imprimerie repartira en Martinique, mais enfin... Alors, il y a un projet qui dit le cœur de l'imprimerie sera en Martinique, et un autre qui dit que le cœur sera en Guadeloupe. Mais tout ça, ça ne veut rien dire. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, ce que ces gens-là veulent faire, on peut être en Guadeloupe, en Martinique, oui, on garde les deux imprimés, mais vous faites quoi avec? On a un imprimé en Martinique, un autre moins plus important en Guadeloupe ou un plus important en Guadeloupe.
quel sens ça a si on ne sait pas quelle est la ligne éditoriale? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on fait du tout numérique? Est-ce qu'on fait du numérique et du print? Est-ce qu'on fait moins de print et plus de numérique? Est-ce que tout sera fait, je ne sais pas où, moi, aux Açores ou aux Bahamas? Je n'en sais rien. Oui. Donc, alors, dans l'immédiat, quel va être le calendrier? Je crois que c'est au mois de juin qu'une décision va être prise du point de vue du tribunal administratif. Voilà, alors, il faut savoir que de nouvelles offres ont été lancées. Il y en a combien? Il y en avait 2? Il y en a 3. Il y en a 2 qui proposent de reprendre l'entité en son entier. Et puis, il y a une autre offre qui propose de s'occuper que de la pub. Donc, on n'en parle pas trop, c'est spécifique. D'accord. Donc, il y a de nouveau des appels d'offres qui ont été lancés. Donc, c'est les gens qui sont intéressés. Ceux qui ont déjà déposé leur offre peuvent encore modifier. De toute façon, ils ont jusqu'à 48 heures avant la décision du juge pour modifier leur offre. Oui. La décision finale, c'est le 6 juin? Alors, la clôture des offres, c'est le 26 mai. 26 mai. Pour tout le monde. Pour les nouveaux, les anciens, 26 mai. Le 6 juin, le tribunal, le juge, le président du tribunal va statuer. D'accord. Mais quelle est l'ambiance aujourd'hui à l'intérieur du journal, du point de vue des journalistes, je parle? Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de la ligne éditoriale depuis un moment, est-ce qu'on commence déjà à travailler sur une nouvelle ligne éditoriale ou alors est-ce qu'on est au statu quo? Alors, avant qu'on soit placé en liquidation judiciaire, nous avions déjà travaillé sur le sujet, nous nous étions réunis en atelier, etc. On a fait des réflexions qui pour l'instant sont caduques puisque de toute façon on a liquidation judiciaire et le nouvel repreneur, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Donc, voilà. Donc, oui, nous discutons entre nous, c'est-à-dire on continue à faire le journal, on est concentré là-dessus. Oui. Il faut que le journal sorte. Donc vous avez le moral? Nous réfléchissons à notre avenir. Oui, quand même, oui. Oui, nous réfléchissons à notre avenir. Est-ce que nous allons rester? Est-ce que nous allons partir? Partir vers où? Parce que le deuxième repreneur, il dit « je licencie ». Oui. Après, quand j'aurai licencié, ceux qui vont rester, je les reprends, mais contrat zéro, c'est-à-dire prime d'ancienneté, toutes les primes seront supprimées, toutes les anciennetés seront supprimées. Quel salarié peut accepter ça? Donc voilà. Oui. Donc ça porte à réflexion. Oui. Si vous restez faire quoi à ce moment-là? D'autant plus que vous pouvez, en tant que journaliste, faire jouer votre clause de cession. Oui. Faites jouer votre clause de cession, vous en allez avec un petit pécule et vous allez voir comment vous allez vous en convertir pour faire autre chose. Oui. Mais vous n'allez pas travailler pour gagner la moitié de votre salaire aujourd'hui, perdre toute votre... Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont une longue ancienneté. Personnellement, ça fait 20 ans que je travaille à France Antille. Oui, je sais. Il y en a d'autres qui sont là depuis plus longtemps que moi. Donc, vous allez vous asseoir sur 20 ans d'ancienneté, vous allez recommencer à zéro avec un salaire au plus bas niveau. C'est des questions personnelles, mais qui font réfléchir. Alors, l'autre question qui se pose, c'est que, bon, on vous a vu sur d'autres médias, on entend parler beaucoup de France Antille, mais on ne sent pas de mobilisation. Ni interne ni externe, c'est-à-dire que quelquefois dans d'autres lieux, d'autres pays ou d'autres choses, quand la situation est grave, les salariés se mobilisent et font entendre leur voix. C'est bien que vous veniez à la radio, à la télévision et merci en tout cas d'être là, mais est-ce qu'il va un moment, il faut pas une mobilisation réelle? Alors, j'ai envie de dire dans la rue. On arrête de travailler et on fait quoi? Oui, je ne sais pas, c'est une question. C'est la question. Oui. La question, nous avons choisi de continuer à faire le journal. Oui. Déjà, ça fait rentrer de l'argent et en espérant qu'on va être payé. En espérant qu'on va être payé. Ça veut dire quoi ça? Jusqu'à maintenant, on a notre salaire, mais on espère que ça continue jusqu'au 6 juin. Voilà, puisque de toute façon, le journal a été liquidé jeudi. Oui. On est dans une nouvelle donne. D'accord? Donc, voilà. Ouais. On peut arrêter de travailler, hein, mais après, il se passe quoi? Effectivement. C'est la question. C'est stressant ce que vous dites là. Oui, on peut arrêter de travailler, mais il se passe quoi? On fait quoi? Est-ce que ça va... Parce que de toute façon, c'est le juge qui va décider. Donc en interne, nous on travaille, on rencontre la direction, les représentants du personnel. Hier, ils ont passé 48 heures, ceux de la Guadeloupe en tout cas, ils ont passé 48 heures en Martinique, ils ont rencontré l'administrateur, ils ont étudié les offres de reprise, ils ont analysé avec un cabinet d'expertise nommé par le CE la validité
rentabilité financière de chaque offre, on bosse, quoi. Oui. Mais après... Alors, c'est la dernière question. Vous savez qu'on est vu en Martinique, en Guyane et en France. Alors, je pose la question, est-ce que la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe, du point de vue France Antilles, du groupe France Antilles, du groupe Média Antilles, vous êtes sur la même ligne? On est sur la même ligne. Il faut savoir que c'est le tribunal de Fort-de-France qui va statuer. C'est le tribunal de Fort-de-France qui va statuer. Nous sommes sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, la société de journalistes, elle est anti-Guyane. On se parle par mail, on diffuse des documents de la rédaction, le journal de France Antilles de samedi, Martinique, ils ont publié un document pour expliquer la situation dans laquelle nous sommes. Nous travaillons en interne, nous faisons ce qu'il faut pour essayer au moment de faire entendre notre voix, mais nous savons très bien que notre voix, elle n'est que consultative. Tout à fait. C'est le juge qui va trancher. C'est le juge qui va trancher. Il ne faut pas tenir des conseils de ministres en croyant qu'en se réunissant, qu'on a... non, on fait entendre notre voix. Ce que nous regrettons, c'est que nous sommes quand même le seul quotidien des Antilles et de la Guyane, et qu'on n'a pas entendu des gens qui ont leur voix et qui portent... Justement, j'allais vous poser cette question. Dire quelque chose. Que disent nos chers élus? Rien, silence radio, visiblement ça ne les intéresse pas. Moi je sais que, je ne citerai pas de nom, mais il y a pourtant un élu de poids dans ce pays, qui a dit franchement que ça ne l'intéressait pas, parce qu'il estimait que de toute façon, le journal n'était pas à ses ordres. D'accord. Donc, à ce point-là. Oui, on en est là. Je veux dire, le journal n'est pas à ses ordres. Les journalistes ne disent pas ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils ont envie de lire, que voilà. Oui. Il peut faire le vide. Voilà. Mais on peut le penser, puisque comment peut-on dire une société qui risque de licencier 350 personnes, c'est pas rien dans nos petits pays. Quand même, oui. Que personne ne dise rien. Oui, surtout en période législative. Bien, mais écoutez Annick, on vous remercie d'être venu. On prendra rendez-vous après le 6. Oui. Savoir le verdict. Et on nous dit, Kembe ne pas laguer. Si on est là, si on se bat, c'est qu'on a de l'espoir. Mais on le souhaite pour vous en tout cas. Et mon qui a regardé, je sais que France Antilles une difficulté, mais c'est le moment d'acheter. En tout cas, il est 12h55, on passe à autre chose. On reste dans l'actualité avec Mendy. On recommence les titres du journal avant de passer au premier titre. On va directement. On va directement. Oui. C'est parti. Je vous le disais en titre, Erika Bareilles a donc laissé sa place à la ministre des Outre-mer qui est maintenant Annick Girardin. Et bien avant de quitter la rue Oudinot, elle nous a donc livré un court bilan de ses actions. Un reportage signé Maurice Cessa à Paris. Avec vous aussi d'ailleurs. Non mais c'est vrai que c'est un pincement au cœur parce que voilà, on a partagé de longs moments, des moments intenses, des moments forts avec des lois, avec des échanges avec les élus. Voilà, et puis en même temps on laisse une maison en ordre, des dossiers ficelés pour beaucoup, l'université, la grande université française de l'océan Indien le rapport est rendu, le rapport technique sur l'eau est rendu, les accords de Polynésie sont conclus, les accords de Guyane, voilà. Après il y a d'autres chantiers. Plus triste, j'ai du mal à vous dire, on est toujours touché quand il y a des événements particuliers sur les territoires, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, les événements climatiques bien sûr, parce que les gens ils perdent tout, ils perdent tous les biens, leurs maisons, etc. Donc ça c'est des moments difficiles pour eux, il faut savoir les partager. Et puis il y a eu des moments heureux, bien sûr c'est les grands combats qu'on a fait avancer, l'égalité a fait un pas important, et puis vous savez, il y a l'égalité et l'ambition. Et moi je suis très fière aujourd'hui que je sens les regards changer. Je sens que la France océanique, elle est en train de prendre une dimension. Je sens que la fierté des Outre-mer est un mot qu'on peut dire maintenant. Je sens que l'ambition est aussi pour nous. Et ce sont des mots que je n'ai cessé de répéter depuis 10 mois et avant 10 mois depuis toujours. Et je sens que c'est en train d'être aussi nos mots, qu'on a le droit de les utiliser, qu'on a le droit d'utiliser fierté, qu'on a le droit d'utiliser égalité, qu'on a le droit d'utiliser ambition, qu'on a le droit de dire qu'on est dans la France océanique. Et ça, moi, j'en suis très fière. Alors, c'est pas fini. Il faut rester...
Voilà, on va marquer une courte page de publicité et on continuera avec Francette Rosamond avec sa chronique Amazon Caraïbes. Et puis avec, on l'a dit, Luc Saint-Éloi et on parlera de chant lyrique et on terminera avec la chronique juridique. À tout de suite. Oui, Magali Léger, oui. Voilà, il est 13h04 retour sur le plateau du ZCL. Nous sommes en direct, comme Mendy, du ZCL, mais de Radio Attention, il faut le dire. Absolument. On l'a oublié tout à l'heure. Donc, si vous êtes avec nous, vous êtes en voiture, vous pouvez capter cette émission sur le 89.8 et le 90.8. Voilà, elle se souvient. Je rappelle des titres très rapidement avant de recevoir nos 3 invités. Alors, dans l'ordre, Madame Fatima Benjamin, bonjour. Bonjour, monsieur. Mademoiselle Léger, Magali Léger, bonjour. Bonjour. On va parler d'art lyrique. Et tout à l'heure, Amazon Caraïbes, elle est là, Francette Rosamond, qui a oublié son journal cette fois-ci. Enfin, c'est le week-end qui est arrivé, pas de problème. Les titres rapidement, Mendy. Et je vous le disais, vous le savez, Erika Baritz a donc laissé sa place à Annick Girardin, qui est la nouvelle ministre des Outre-mer. Nous avons recueilli ses réactions afin qu'un petit bilan de ses actions nous soit donc donné au micro de Maurice Cessé. Et également, indignation, consternation, voici l'état dans lequel se trouve le personnel donc, de la crèche La Ronde Enfantine. Voilà bientôt 2 ans que les salariés subissent le mépris et l'arrogance répétée de leur employeur. Nous avons tout à l'heure les réactions donc, du comité. Et puis, la fête des mères est l'une des occasions dans l'année pour mettre à l'honneur les tendres et douces mamans. Pour préparer ce moment comme il se doit, eh bien, un mercredi à Timoun spécial a été organisé par Ravinchaud, vous savez, l'espace thermoludique René Toribio. Merci, mais on va mettre à l'honneur des gens qui font de l'art lyrique, c'est assez rare. Ici, en tout cas, on n'en reçoit pas souvent. Madame Benjamin, bonjour. Bonjour, monsieur. Depuis 10 ans, vous formez des jeunes à l'art lyrique et en fait, c'est le résultat de tout ça qu'on va avoir vendredi soir à Sonis. Oui, c'est bien cela. 10 ans à Sonis, mais par contre, je travaille ici depuis 28 ans. 28 ans. 28 ans. Déjà. Voilà. Et Magali Léger, c'est l'une de vos élèves. Non, je n'ai pas eu ce privilège. Ah, vous n'avez pas eu ce privilège. Bonjour Magali Léger. Bonjour. Alors, vous n'avez pas eu Madame Benjamin comme prof. Dommage. Non, mais moi je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai fait mes études à Paris. D'accord. J'ai eu comme marraine, moi, Christiane Edapierre, qui est la grande cantatrice martiniquaise. Oui. Voilà. C'est la cantatrice. C'est la cantatrice, voilà. Elle est où, Christiane Edapierre? Elle est en Martinique? Non, elle vit en France. Elle vit à côté. Oui, elle est à la retraite, une belle retraite bien méritée. Oui. Mais c'était mon professeur et là j'ai rencontré Madame Benjamin à l'occasion de concerts et elle m'a demandé de venir soutenir et marrainer et cet événement, enfin ces 10 ans justement de la classe d'art lyrique ici, dans cette école à Sonis. Je ne savais pas Madame Benjamin qui avait vraiment une école d'art lyrique ici. De temps en temps on entendait des cantatrices, il y a une qui est très connue ici, on ne va peut-être pas la citer aujourd'hui si elle n'est pas là. Pourquoi non? Mais oui, mais je ne savais pas qu'on formait des jeunes. Il y a combien d'élèves vous avez en 10 ans formés? On ne peut pas dire qu'il y ait une école d'art lyrique. En tout cas, au Centre culturel de Sonis, ils ont créé un espace pour l'art lyrique. Et il y a déjà des personnes qui sont formées, telles que Coretta Moïsa, par exemple, qui est très connue, qui a été formée au Centre Sonis par moi-même. Il y en a d'autres. Ce n'est pas simplement parce que s'il y a 10 ans, ça coïncide aussi avec la fin des cycles d'études. Ces études se font par cycle et pour certains... Le cycle dure combien de temps? Le premier cycle dure entre 4 et 5 ans. Tout dépend de l'individu, de sa connaissance musicale, de son engagement dans l'apprentissage de cet art. Sinon, vous avez d'autres cycles, 3 autres cycles qui eux, durent 2-3 ans, tout dépend aussi. Et vous avez le cycle de perfectionnement qui arrive longtemps après. C'est ce prix-là que Coretta Moïsa a eu en faisant ses études au Centre culturel de Sonis. On va peut-être voir une petite vidéo tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, est-ce qu'il y a, je pose la question quand même, un public pour l'art lyrique en Guadeloupe maintenant? Aujourd'hui, oui. On peut dire qu'il y a un public. Évidemment, quand je suis arrivée ici,
ce public n'existait pas. Les chorales débutaient à peine, da cantar et les baladins, etc. Mais aujourd'hui, il y a un public. Oui. Je pense que mes collègues et moi, nous avons énormément contribué à ce qu'il y ait des gens qui puissent entendre, aimer et apprécier cette musique, notamment travaillant avec des chorales, avec des cours individuels, etc. Alors, comment ça se passe? À quel âge il faut entrer en art lyrique? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui peuvent se poser la question de dire, bon, ma fille ou mon fils veut faire de l'art lyrique. Comment ça commence? Comment ça se recrute au moins? Autrefois, par exemple, les filles ne rentraient pas dans les écoles avant 18 ans. Ah, quand même. Certains pays tels que le Canada ne les prend pas avant 16 ans. D'accord. Mais personnellement, d'ailleurs, ma démarche a été donc acceptée, considérée par l'École nationale française, puisque j'ai écrit un mémoire dans lequel je propose le fait d'enseigner les jeunes enfants à partir de 9 ans. Pourquoi 9 ans? Ce n'est pas du tout arbitraire, c'est qu'à 9 ans, il y a un premier mouvement hormonal, le larynx grandit. Il va descendre chez la fille de 2 cm et chez le garçon de 4 cm. On peut commencer le travail vocal à ce moment-là. D'accord. Alors, Technique, justement, je reviens à Magali. À quel âge vous avez commencé, Magali? Alors moi, j'ai commencé à chanter, à faire vraiment du chant lyrique vers 18 ans. Ah, quand même. Oui. Parce qu'en fait, moi j'ai attendu que même si c'est moins spectaculaire que chez les garçons, les filles ont aussi une mue de la voix. Elles muent et on change de voix à peu près vers 16-17 ans, ça dépend des personnes. Et j'ai commencé vraiment le chant lyrique vers 18 ans. C'est là où j'ai pris mes premiers cours de chant vraiment de technique vocale. Alors, une autre question qui m'interpelle, est-ce qu'il commence à avoir un répertoire lyrique, j'ai envie de dire antillais? Parce que j'ai vu, alors on va le dire, Carole Von Doulou chanter de l'art lyrique avec du goka, avec autre chose. Alors est-ce que c'est une hérésie pour vous, Madame Benjamin, de mélanger l'art lyrique avec autre chose? Écoutez, moi je dis que les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, quelle que soit leur raison, leur motivation. Moi j'estime que toute musique, c'est la musique. Oui. Donc on peut faire la musique que l'on veut, la musique que l'on aime, comme on veut. Par contre, la politique consistant à mélanger certaines catégories de musique en se disant, attention à ce que je dis, en se disant, il faut amener la musique classique vers le peuple. Non, il faut amener le peuple vers la musique classique. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est l'inverse qui doit se faire. Oui. On doit faire un travail de manière à amener les gens vers cette musique qui est une grande musique, appelons un chat un chat. C'est la musique qui exige quand même la discipline que nous avons connue en étant dans des écoles pendant des années. Mais pas pour l'écouter par contre. Pour l'écouter, tout le monde peut l'écouter. Tout le monde peut l'écouter. Vous parlez du public là. Ben oui, du public, voilà, exactement. Oui, c'est une musique considérée à tort comme une musique Madame Benjamin, je reviens à la question. Oui. Quel est votre répertoire? Il est très classique. Personnellement, personnellement, je peux chanter absolument de tout. Je suis de culture lusophone, je suis capverdienne, je chante de morna, chanté par César et Évora, je chante du chant brésilien, je chante du fado, je chante les chants... Vous ne chantez pas encore du goka ni du léros, non? Et pourquoi pas? Ah non, je pose la question. Et pourquoi pas? Oui. Si ça me plaît, attention, si ça ne me touche pas, parce que la musique, elle résonne en vous. D'accord. S'il n'y a pas de résonance... La musique n'a pas de frontières, on le sait. Non, c'est comme un instrument. Quand vous obligez un enfant à faire d'un instrument, c'est une perte de temps, puisque le corps de chaque individu résonne à un instrument qui lui est propre. Donc c'est pareil pour le chant. Moi j'aime beaucoup les anciennes musiques antillaises, la biguine, la valse créole, etc. Donc pourquoi pas? Donc, le lait rose ressemble beaucoup à une musique capverdienne de chez moi, mais qui appartient peut-être à une autre. D'autant plus que vous parlez créole là-bas. Si vous avez un créole, un créole, oui, voilà. Mais bon, nous sommes là pour parler de l'événement. Si vous n'avez pas dit que vous étiez capverdienne, je ne veux même pas deviner. C'est un peu votre avis, Magali, qu'aujourd'hui, il faut rester quand même classique dans en tout cas, c'est une base. En tout cas, voilà, ce qu'on apprend, en tout cas, à l'école Sony, c'est la musique, enfin l'opéra. Oui. Après, ce qu'on en fait, mais vraiment, moi, je suis ouverte à toutes les Alors, quel va être le répertoire vendredi? Qu'est-ce qui est prévu? Du Verdi, quoi, exactement, il y aura du Verdi, il y aura du Handel, il y aura du Puccini, enfin des grands compositeurs, du Mozart, tous les grands. C'est du haut niveau, ça. Hein? Oui, c'est du haut niveau. Et bien, jamais vos élèves, vos enfants, ils assurent vraiment?
Ils assurent, moi je vous le dis. C'est difficile pour elle de dire, mais ils assurent. Oui. Ils assurent. Et bon, moi j'ai pour preuve sa présence. D'accord. Une dame comme Madame Magali Léger ne se serait pas déplacée pour venir faire n'importe quoi. D'accord. Donc nous avons fait un travail, nous sommes attelés à faire un travail digne de sa propre carrière. Bien sûr, nous ne sommes pas au niveau de Madame, mais nous faisons des efforts. Le but d'aller de l'avant, elle est venue pour nous soutenir dans cette démarche. Magali Léger, vous serez sur scène avec eux. Sur scène avec oui, exactement. Comment vous serez? En solo, en duo, et on va chanter ensemble. Oui, l'idée c'était vraiment de partager la scène et de partager mon expérience avec eux et de leur donner envie de continuer et de leur montrer qu'on peut vivre de ce métier, c'est un rêve. Comme on dit ici, vous êtes venu leur donner un ballon. Exactement. Oui. Bon, en tout cas, on donne rendez-vous à tout le monde donc ce vendredi à partir de 20h. C'est même pas cher, c'est 10 €. Alors lyrique. Ouais. En France, c'est beaucoup plus cher. Mais on dit toujours que c'est trop cher. 10 €, franchement. Non, c'est pas cher. C'est rien. Non, mais c'est une volonté de la part de Sonis aussi de mettre justement à la portée de tout le monde. Quand même, on met à la portée de tout le monde. Non, oui, absolument. En tout cas, financièrement. Voilà. Ah, financièrement. Oui, absolument. Tout le monde, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ce soit sur le plan culturel ou autre, mais même financièrement, Sonis s'interdit de produire lui-même des spectacles plus chers que 10 €. Pour une élite, voilà. Voilà, absolument. Bien. Bienvenue à bord et puis on écoutera ça avec plaisir. On revient à l'actualité, malheureusement il faut revenir à l'actualité. Il est 13h15, Mendy, on continue et tout à l'heure on va recevoir Amazon Caraïbes. Elle est là. Elle est déjà là. Je vous le disais donc en titre indignation, consternation. Voici donc l'état dans lequel se trouve le personnel de la crèche La Ronde Enfantine. Voilà bientôt 2 ans que les salariés subissent le mépris et l'arrogance répétée de leur employeur. La Ronde Enfantine, pour rappel, est donc une structure située au Rézé aux Abîmes, accueillant des enfants en bas âge. Toutefois, plusieurs faits illustrent de mauvaises conditions de travail, telles qu'une pression constante et systématique de la part de l'employeur, des contrats d'embauche illégaux, des arrêts et accidents de travail non traités volontairement, le manque de matériel et sur le plan de l'hygiène, un bâtiment indécent qui frôle l'insalubrité, des locaux infestés de cafards et autres nuisibles, etc. Je propose d'écouter concrètement donc les propos du syndicat qui s'est réuni puisque la structure est maintenant en grève. Un reportage signé Michel Héraclide. La crèche La Ronde Enfantine, ça fait 10 ans que je suis à la crèche. Maintenant, il y a un manque de communication, le personnel n'est pas respecté, on est souvent menacé. Les contrats sont pas mal fait, bafoué. Voilà. Notre travail est bafoué. Les enfants, il y a un manque d'hygiène, un manque de sécurité énorme. Et comme disait ma collègue, c'est tous les jours, constamment, on a des menaces, on est menacé. Alors, tantôt, c'est pour X ou Y raison, on vous convoque tous les 5 minutes au bureau. Donc, c'est déplorable à dire, mais nous sommes dans une structure qui accueille des enfants, des bébés. Il y a une école aussi dans cette structure. Il y a un CLSH et il y a un manque d'hygiène, il y a un manque de sécurité. Et donc, la gérante qui est en place oppresse son personnel à point que nous avons des collègues qui sont en arrêt. Nous avons des collègues étant en arrêt qui n'ont toujours pas leur papier fait au niveau de la sécurité sociale, qui sont en attente. Il y a une collègue qui a été arrêtée 6 mois après elle a reçu ses papiers. Donc là, c'est un sentiment de ras-le-bol pour tous. Là, nous commençons, nous arrêter ça. Donc, Mamboari, stop, c'est fini pour à présent, arrêtez ça. Mettez aussi table là et puis nous parlementaires, nous discuter de tout ça qui a passé en crèche là. Aujourd'hui, là, nous semblons devant crèche le monde de l'enfant et qui a trouvé Rézé. Au lac, les camarades trouvaient au plein. Après d'avoir constaté que le représentant à crèche là, que c'est Bouhari et le président qui c'est M. Reguieg, qui décidait effectivement de considérer ce travail-là comme étant des mondes, des marche-pieds pour lesquels ils peuvent faire servir les veillots. Ils ont refusé le droit à la parole, ils n'ont pas le droit de parler dans les temps de pause, ils ont refusé le droit à l'hygiène et à la sécurité. Malheureusement, les conditions ne sont pas réunies. Il faut bien savoir que c'est une crèche qui est là. Là, c'est tout le monde qui est accueilli en disant ça. Et constat nous avons fait, très souvent, les camarades obligés de porter manœuvre pour sécuriser ces gens-là et les moyens qui sont. Madame là, qui c'est Bouhari, il y a un co-président, il y a un co-directeur, il y a un co-gérant. Et donc, ça a géré une continuité à la famille. Quand c'est son habitation qui est là, où la monde n'a pas ni droit, il n'a pas ni droit parler, il n'a pas ni droit revendiquer.
Et bien, chaque fois que la revendication est déposée, seule réponse que vous voulez à ces camarades-là, c'est le licenciement, c'est l'intimidation. Et même des fois, vous pouvez jouer assis le fait d'infantiliser ces camarades-là, faire passer pour voler, faire passer pour qui pas sérieux. Ces camarades-là, bien impliqués dans le travail, ils sont conscients de ce qu'ils ont fait, ils mettent ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils voulaient, ils ont demandé de respecter, qu'il y ait les conditions réunies pour ce travail. Ils ont demandé aussi pour ça venir la promotion dans l'entreprise-là. Et donc, pour ça, nous demandons à ce que l'employeur mette en place un plan de formation véritable pour que les camarades évoluent dans le plan de carrière. Voilà, nous sommes pratiquement dans l'Amazone Caraïbe ou dans la zone Caraïbe avec François Rosamond. Tout à l'heure, on va recevoir Luc Saint-Éloi, je vous l'ai dit, pour cet ouvrage qui vient de sortir, Blessure secrète. C'est une pièce sur les événements de Port-Louis en 1943. Mais ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, on va revenir un peu sur les changements ministériels de cette semaine. Enfin, est-ce que c'est vraiment un changement, Annick Girardin? Bonjour. Bonjour à tous. Donc Annick Girardin arrive au ministère des Outre-mer. Voilà, elle arrive après avoir été, laissez-moi finir ma phrase, après avoir été au ministère secrétaire d'État à la francophonie, et puis dans Valse 1, et puis chargée de la fonction publique dans Valse 2. Donc effectivement, c'est une divers gauche, donc parti radical de gauche, qui est comme ça, en quelque sorte, c'est un gage donné à l'ancienne équipe. Elle a 52 ans, elle est de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle a été députée entre 2007 et 2014, la date où elle est rentrée au ministère, et elle rebrigue son poste de députée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc, si elle n'est pas élue, réélue députée, elle doit démissionner du ministère. Donc c'est pour ça que je suis très prudente et light dans ma présentation. Je ne parle pas de dossier parce que ce n'est qu'après l'élection qu'elle sera confirmée ou pas. Donc, Madame Girardin, bienvenue. Nous avons vu que notre député sortant, Lurel, et puis un peu tout le monde a salué son arrivée en disant que c'est une bosseuse, etc. Mais bon, il y a le sas... Elle a laissé une loi quand même. Oui, il y a le sas de l'élection qui doit confirmer. Mais c'est valable pour notre amie guadeloupéenne aussi. Elle y a pas non, Laura Flessel n'est pas élue, en fait, et puis elle ne se présente pas à la députation. Donc elle a été nommée, ce qui est une très bonne chose, on est tous très fiers, donc ministre des Sports. Mais donc, si ce gouvernement-là est confirmé, elle devrait être confirmée dans son poste. Je pense que c'est l'une des... Ce qui est intéressant à voir, c'est l'unanimité qu'il y a autour de cette nomination. C'est-à-dire, même au niveau national, les commentaires sont quasi élogieux sur elle. Donc je pense que, quels que soient les résultats de la législative, c'est peut-être une des rares qui ne sera peut-être pas changée dans quelques semaines. Vous savez qui est ministre des Chantés Noël, non? Vous savez pas? En tout cas, il y a un postulant, vu que M. Macron a montré comment il savait prendre la balle au bon et chanter Noël aussi. Mais enfin, je ne sais pas s'il aura le temps de revenir au regard de son agenda. On en parlera dans d'autres émissions de ce ministre des Chantés Noël. Bien, alors, donc, normalement, le numéro de mai-juin d'Interentreprise est sorti. Voilà, il est sorti, mais effectivement, j'ai oublié de passer le chercher à l'imprimerie juste avant de venir. Demain, on va le présenter. Demain, on va le présenter, ne vous inquiétez pas. Voilà, la couverture déjà. La couverture. Heureusement que le numérique existe. Hein. Oui, heureusement que le numérique existe. Et donc, nous avons fait notre couverture sur la banque en ligne. C'est un gros sujet pour tous les réseaux bancaires. C'est-à-dire que les réseaux bancaires sont complètement conscients que le digital, c'est-à-dire le numérique, bouleverse et du coup, les habitudes des clients, bouleverse leur organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop d'agences. Il y a trop d'agences. Il y a trop d'agences. Il y a trop de gens dans les agences. Et ils veulent que de plus en plus à ce que les gens utilisent plus le numérique. Donc il y a de très gros plans d'investissement qui sont faits dans l'ensemble des réseaux. Alors il y en a qui sont très ouverts et puis très, très tranquilles pour en parler. Mais c'est des sujets quand même, comme m'a dit, un peu touchy. Et touchy pourquoi? Parce que ils font des investissements en informatique, c'est-à-dire des systèmes qui vont permettre à tous leurs collaborateurs, quel que soit leur lieu d'implantation, d'être sur le même réseau. Donc ça, c'est des informatiques très conséquentes et puis qui doivent aller vite, qui doivent pouvoir capter de l'information partout. Ils investissent aussi sur l'intelligence artificielle. C'est que de plus en plus, ils voudront que les premiers effets, les premières demandes
soit traité par des robots, c'est-à-dire que vous appelez ou vous envoyez un mail à votre chargé de compte habituel que vous adorez, vous lui dites je voudrais un rendez-vous pour pouvoir me faire un prêt à la consommation pour acheter ma voiture. Eh bien, le robot, sans que vous ayez déjà accès à votre conseiller, le robot vous dira écoutez madame Rosamond, on vous a compris, on a compris votre besoin. Nous pouvons déjà vous faire une petite simulation au regard de vos revenus, de ce que vous avez, parce qu'en plus, ils peuvent avoir des agrégateurs qui rassemblent tout ce que vous avez partout dans les banques. Et nous pouvons déjà vous faire une première offre comme ça. Et si vous le souhaitez, vous pouvez continuer avec moi, petit robot, ou bien vous pouvez rencontrer votre conseiller. C'est prévu pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Dans combien de mois Isala, c'est déjà comme ça. Il y a c'est vraiment... enfin, quand je dis Isala, c'est peut-être dans les 6 mois. Quoi. Dans les 6 mois, quand même. C'est-à-dire qu'il y a le temps de les installer. Il y a un gros travail qui est fait, et notamment sur les robots, également sur les robots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites pour pouvoir... permettre que des robots... c'est l'intelligence artificielle qui est exactement, utilisée, qui est liée aux technologies. Et cette avancée est inéluctable. Il faut savoir, par exemple, qu'un groupe comme le BPCE, donc le grand groupe qui a la BRED, la Caisse d'épargne, etc., Natexis, etc., ils mettent 750 millions d'euros d'ici 2020, donc c'est d'ici 3-4 ans, pour pouvoir faire migrer de 20 à 50% de toutes leurs transactions qui se passent sur Internet. Donc, c'est un mouvement massif. Et deuxièmement, pour permettre qu'ils restent les premiers en termes de part de marché. Donc, c'est vraiment un gros sujet. Et là, nous avons déjà regardé pour 4 réseaux bancaires, donc la BRED, la Caisse d'épargne, la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel. C'est devenu avec... ils se sont... la Caisse d'épargne, c'est la CEPAC. Oui, voilà, c'est CEPAC, en fait. CEPAC Antilles-Guyane, qui a racheté la BDF. La BDF, oui, voilà. Ça. Et par exemple, la BDF, très concrètement, est en train d'implanter sa e-bank. Oui. Ça s'appelle e-CEPAC. Ils ont implanté ça fin avril, donc c'est tout neuf. Donc c'est vraiment quelque chose, un mouvement massif. Toutes les banques, comme je l'ai écrit, cherchent leur pierre philosophale, c'est tout le monde, parce qu'il y a une très très grosse mutation des métiers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand par exemple on vous annexe une intelligence artificielle ou un robot, vous qui êtes conseiller et qui avez l'habitude de gérer toutes vos petites affaires tout seul, il faut que vous évoluez dans votre manière de faire et de penser. Donc c'est, comme je dis, les banques sont en train de profiler aussi bien leurs clients que leurs salariés oui. De manière à mettre les bonnes compétences aux bons endroits pour créer le plus de valeur ajoutée, le plus de PNB. Fini la file au guichet. Donc pour pouvoir avoir tout le détail de tout ça, lisez Interentreprise en kiosque à partir de demain, sur interentreprise.com, téléchargé en version numérique, et vous verrez que franchement, ce sera une nouvelle manière de voir la banque et de commercer avec elle. Aujourd'hui, les banques se rendent tout à fait compte qu'elles n'ont plus la possibilité de gagner de l'argent sur les taux de crédit, parce qu'ils sont très bas. Donc, du coup, elles sont en train de créer des services, elles veulent sortir aussi de ces commissions négatives, c'est-à-dire quand vous avez un découvert, quand vous rejetez un chèque, etc. Parce que quelque part, on les accuse de compliquer encore plus la vie de leurs clients quand les commissions sont trop élevées. Donc elles veulent un peu sortir de ça. Et puis c'est aussi la preuve que leur compte client est dégradé, donc c'est pas très bon pour leur notation. Donc voilà, il y a un mouvement assez fort pour pouvoir montrer que nous allons consommer la banque différemment et nos banques s'y préparent. D'accord. Voilà. Alors, deux petits mots sur la formation sanitaire et sociale. Voilà, alors ça c'est un gros changement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises chez nous, de centres de formation qui proposent des formations pour passer les diplômes en formation sanitaire et sociale. Donc désormais à partir je crois que c'est le mois dernier, c'est les conseils régionaux qui deviennent les portes d'entrée pour pouvoir déposer les demandes d'agrément. Alors une fois que la demande est déposée, le service du conseil régional se rapproche de la préfecture pour voir si c'est bien dans le schéma qu'ils ont défini tous ensemble pour les formations. Ensuite, donc,
il y a un travail qui est fait pour pouvoir bien vérifier des capacités pédagogiques des centres de formation, etc. Et à partir de là, ce n'est qu'à partir de là que le diplôme sera délivré en préfecture et remonté au conseil régional qui va le donner à la société en question. Donc, un circuit qui a un peu changé. Le guichet unique d'entrée, c'est le conseil régional. Et après, ils font leur sauce interne pour pouvoir obtenir cet agrément. Deuxième chose que je remets un peu en mémoire, les fonds de rénovation d'intervention pour la rénovation des centres-bourgs, les fonds FISAC, ils ont été modifiés dans leur fonctionnement, mais surtout, il y a un appel à projet qui a été lancé pour inciter les villes à rénover leurs centres-bourgs. Alors, comme on sait qu'il y en a certains de par chez nous qui ont besoin de petits lifting, donc cet appel à projet est valable jusqu'au 29 janvier 2018. Absolument. Mais aussi France, hein, c'est quelque chose, c'est premier arrivé, hein, c'est toujours pareil. C'est pour ça que j'en parle, parce que je me dis, souvent, on dit il n'y a pas d'argent, etc. C'est vrai qu'il faut monter le dossier, qu'il faut apporter une part communale, etc. Mais là, il y a un fonds qui peut permettre de créer des choses à peu près, de revaloriser certains centres-bourgs. Et comme tout le monde est toujours en train de dire qu'ils sont en train de se mourir, qu'il n'y a plus de commerce, etc., ça vaut le coup de regarder par là, et notamment nos collectivités communales, pour voir comment elles améliorent leur centre-bourg. Voilà, c'est fini. Merci pour l'Amazone Caraïbe. On rappelle que le journal est sorti. Oui, le journal est sorti. Demain, on le présentera physiquement. On l'a vu numériquement, on le présentera physiquement. Il est 13h30 tout juste, la page de pub. Et on se retrouve tout à l'heure pour, la suite du journal. 2, recevoir Luc Saint-Éloi qui est arrivé pour blessure secrète pour lui de 1943. Et bien évidemment, la chronique juridique avec Maître France Calvaire qui lui aussi est déjà là. Voilà, la page de pub. Et on se retrouve sur ZCL et en RHT. Voilà, troisième et dernière partie du ZCL. Je vous l'ai dit, on va parler de blessures secrètes pour lui 1943 avec Luc Saint-Éloi, comédien metteur en scène qu'il fallait recevoir aujourd'hui, puisque dans 2 jours, il va présenter avec Madame Henriette Nadir-Rousseau, non pas un spectacle, mais j'ai envie de dire un talk. Et puis on va parler tout à l'heure de choses beaucoup plus essentielles, liquidation de succession, c'est avec Maître Calvaire. Pour l'instant, rapidement, la suite du journal avec Mendy. Oui, et on va donc continuer avec le 3e sujet. Je le disais, donc hier après-midi à l'hôtel Caribéa au Gosier avait donc lieu l'ouverture de la première édition des rencontres internationales de recherche en management de l'économie insulaire, en présence donc de personnalités du monde institutionnel et économique. Un colloque qui va donc se dérouler jusqu'au 19 mai, c'est-à-dire jusqu'à demain. Il est organisé par l'Association francophone de gestion des ressources humaines, la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, l'Institut international de l'audit social, bien entendu la région également est partenaire. Et bien à cette occasion, de nombreux universitaires et professionnels du monde de l'entreprise et des collectivités locales sont donc venus, entre autres du Maroc, du Canada, d'Algérie ou encore de la France hexagonale. Pendant 3 jours, les participants et les intervenants ont pu débattre donc autour de tables rondes et d'ateliers thématiques abordant un éventail de sujets liés aux spécificités des territoires insulaires, entrepreneuriat, responsabilité sociale des organisations, économie du numérique ou encore management institutionnel. Un reportage signé Maxime Morel. Pour la première fois en Guadeloupe, les rencontres internationales de recherche en management au service de l'économie insulaire. Ces rencontres ont pour objet de permettre à des chercheurs de présenter leurs travaux autour de tables rondes et autour d'ateliers dans le domaine des sciences de gestion en général. Toutes ces manifestations qui font participer des professionnels et des académiques, des chercheurs et des enseignants, font, j'allais dire, un petit peu de la synergie entre ce que font les personnes, les praticiens, donc les gens d'entreprise, et ce que trouvent les chercheurs pour les aider, pour aider les premiers finalement à améliorer leurs pratiques. Et cette rencontre ici en Guadeloupe est un exemple magnifique de ce genre
de situation où on a d'un côté des gens d'entreprise et de l'autre côté des chercheurs qui peuvent permettre les uns et les autres de se comprendre mutuellement. C'est un moyen surtout de faire connaître l'état des recherches et puis effectivement de voir comment elles sont reçues par ceux qui sont concernés, c'est-à-dire à la fois ceux qui travaillent dans les entreprises et puis les clients ou les sous-traitants ou les fournisseurs de ces entreprises. Je me réjouis déjà d'être là, de participer à ce premier événement grandiose qui rassemble à la fois des chercheurs, des professionnels et des politiques autour d'une thématique à fort enjeu. Enjeu managérial, enjeu économique, mais également enjeu social. On a l'ambition de croiser les regards, des regards divers, multiples, mais des regards également complémentaires qui nous permettent de cerner la complexité de la thématique du management au sein des économies insulaires. Il y a aussi l'homme, la place de l'homme, au sens, disons, général du terme, bien sûr. Pourquoi ? Parce que parler d'outils, c'est nécessaire, bien sûr, mais l'utilisation qu'on en fait est souvent répréhensible. C'est la raison pour laquelle, si on s'intéresse à l'homme dans l'organisation, on a une vision beaucoup plus humaniste, une vision beaucoup moins réglementariste, beaucoup moins financiarisée, etc. Voilà. Donc c'est de montrer en fait la place de l'homme dans les organisations. C'est ça l'enjeu. Et on termine avec hier, donc où avaient lieu les Jeux scolaires interacadémies pour les sports collectifs, hand, basket, volley, football ou encore futsal. Eh bien, les meilleurs sportifs des associations sportives des établissements de la Guadeloupe et de la Martinique se sont rencontrés au hall Paul Chonchon. L'innovation de ces Jeux, le futsal en entrée dans les activités proposées aux sportifs scolaires. Eh bien, les jeunes officiels de l'UNSS, les jeunes coachs, les jeunes reporters étaient donc présents sur les terrains. Sachez que le territoire de la Guadeloupe, c'est plus de 500 élèves qui ont donc pu participer à ces compétitions qui a donc le thème cette année, l'année de l'olympisme de l'école à l'université. Et ces mêmes jeunes, notez-le également, se retrouveront bientôt en Martinique pour les sports individuels dans les disciplines suivantes, l'athlétisme, le badminton ou encore le tennis de table. Un reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. On est dans un cadre scolaire. Et donc c'est l'occasion pour nous de favoriser l'émergence de certaines vocations, notamment pour ces jeunes scolaires, et de favoriser l'esprit UNSS également, qui est un esprit de fraternité, d'entraide, et que les gamins puissent voir autre chose. Donc en l'occurrence là, jouer contre leurs collègues de la Martinique, alors que d'habitude ils se rencontrent entre eux, entre établissements de la Guadeloupe. C'est une journée inter-île, Guadeloupe-Martinique. Donc actuellement en Guadeloupe, on fait l'ensemble des sports collectifs. Il y a le basket ici, le futsal, le foot en plein air également, le handball à Saint-François. Et donc pour les sports individuels, ce sont les Guadeloupéens qui se sont déplacés en Martinique cette année, et ce sera l'inverse l'année prochaine. Alors là, en l'occurrence, c'est les jeunes filles de Bain-Belle de Sainte-Rose qui rencontrent les jeunes filles de Belle Étoile en Martinique. Je joue au basket depuis l'âge de 9-10 ans. Je joue aujourd'hui contre la Martinique. C'est une bonne expérience. J'avais jamais joué contre des Martiniquais auparavant et ouais, ça me fait plaisir. J'ai fait du basket pendant 7 ou 8 ans et je suis venu en Guadeloupe pour représenter la Martinique, enfin, pour me confronter à différents niveaux. Je suis déjà venu en club, jouer au basket ici, mais pas en UNSS. C'est une très bonne expérience. Voilà, il est 13h41 et je vous l'ai dit, on va parler théâtre, on va parler histoire avec Luc Saint-Éloi. Luc Saint-Éloi, comédien, metteur en scène, de plus en plus présent en Guadeloupe et c'est une bonne chose d'ailleurs. Il vient de sortir cet ouvrage, Blessures secrètes, pour lui 1943, puisque il faut le savoir, en 1943, il y a des plus qu'un incident, des émeutes, deux Guadeloupéens ont laissé la vie. Depuis, on n'avait pas beaucoup parlé de cette affaire et avec l'aide de personnes encore vivantes. On salue Henriette Nadi Rousseau qui nous regarde en ce moment et qui a contribué à cela aussi. Et donc, Luc Saint-Éloi a pratiquement créé un atelier à partir d'un fait historique
un peu inconnu. Bonjour Luc. Oui, bonjour. Merci d'être là. Alors racontez-nous un peu l'histoire secrète de ces blessures secrètes. Alors ce qui est très intéressant avec cette aventure originale, c'est que c'est à l'initiative des membres de l'UPPL qui a pour lui chaque année... L'Union populaire de la libération L'Union populaire de Port-Louis, qui chaque année, dont le président est Jean-Marie Hubert, chaque année... on célèbre ce rappel. Chaque 30 avril de l'année, dépose une gerbe à l'endroit où ont été assassinés les victimes des événements de 43. Donc tout à l'heure, tu as dit 2, en fait il y en a 3. Il y en a 2 qui sont morts le 30 avril 1943, Abel Damas, Auguste Gène, et plus tard, le 12 juin, monsieur Louis Villois. C'est une aventure originale parce qu'à l'initiative de l'UPPL, qui m'ont demandé comment cette fois-ci rendre hommage. C'était l'an dernier, de façon originale. Au lieu de déposer des fleurs, ils voulaient faire quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant. Et Max Mazepa était venu me voir pour en parler, et l'idée est venue de former des élèves. C'est-à-dire qu'une sélection de Port-Louisiens acceptant de jouer le jeu. Donc j'ai mis en place un atelier théâtre sur 3 semaines. J'ai formé une dizaine de personnes entre 35 et 86 ans. Pendant ces 3 semaines de formation, dans la journée, j'ai interrogé les dernières personnes témoins de cette période, dont la fille de M. Villois, qui m'a raconté qu'elle avait 12 ans et elle a vu son père se faire assassiner devant elle. Donc j'ai écrit cette histoire en ayant puisé aussi dans les travaux de M. Plumasso. Et je me suis inspiré de Sonny Rupert aussi. Et je me suis inspiré du très très beau poème de Sonny Rupert. J'en ai pris un extrait qui s'appelle Défi. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs le prologue qui introduit la pièce. Et ainsi, j'ai écrit l'histoire après une petite pause d'une semaine. J'ai repris mes comédiens formés pendant 3 semaines. J'ai fait la mise en scène avec eux et on a donc créé des amateurs, il faut le dire. Absolument, avec une volonté, une générosité, un investissement sans pareil. Et nous avons donc créé cette pièce le 30 avril 2016 à l'endroit même où ont été assassinés ces personnes, à l'emplacement de l'ancienne gendarmerie qui est toujours là, la rue Schellcher. Et c'est Henriette Kozak, qui était d'ailleurs dans le public et qui est la fille de Nadir Rousseau. Qui a joué un rôle éminent dans cette affaire. Hein. Absolument, parce que c'est Nadir Rousseau qui crée d'ailleurs le mouvement, qui mène le leader des manifestants. Et c'est également grâce à Henriette Kozak que cet ouvrage paraît, parce qu'elle était dans la salle, je ne la connaissais pas. Le lendemain, elle m'appelle au téléphone, elle me garde pendant presque 2 heures au téléphone, me disant que la pièce vient de lui révéler qui était son père, parce que son père le lui avait caché. Donc, elle s'est promis d'aller fouiller dans les archives de son papa. Elle a interrogé à son tour quelques personnes et elle a eu envie d'écrire sur les événements de 1943. Ça veut dire que pendant toute l'année, elle a écrit, et un jour, elle m'appelle en me disant « Ça y est, Luc, j'ai fait ce que j'avais promis, j'ai écrit, le bébé est pratiquement prêt, je l'ai envoyé aux éditions Jazor. » Et c'est grâce à elle que Régine Jazor, maintenant à son tour, dit « Bon, allez, puisque la pièce est là, puisque Henriette commence son ouvrage avec le choc qu'elle a eu en regardant cette pièce, l'aventure se poursuit grâce à la volonté de Régine Jazor, et c'est ainsi qu'on immortalise pas seulement l'aventure, mais maintenant les traces mémoires sont écrites définitivement à la disposition de tous les Guadeloupéens, de tous les Antillais-Guyanais d'ici ou de là-bas, et donc nous poursuivons un travail d'histoire extraordinaire avec les Port-Louisiens. Vous faites ressusciter des choses que les gens avaient oubliées. Alors, il faut dire que samedi, il y a quelque chose de spécial qui se fait à Port-Louis. Alors, samedi, je suis déjà samedi matin pour poursuivre ce travail autour de l'ouvrage en signature aux éditions Jazor de 10h à 13h à Pointe-à-Pitre. Donc, j'invite les téléspectateurs à venir nous encourager, venir me rejoindre. Voilà, merci beaucoup. Et le soir, nous sommes avec Henriette Kozak, qui est la fille de Nadir Rousseau, qui va également parler de son travail, parce qu'elle a été fouillée à son tour, elle a des choses à révéler, et nous allons ensemble travailler autour de comment sortir de l'oubli des ombres. L'autre question que je voulais vous poser, Luc Saint-Éloi, est-ce qu'il existe des faits comme ça, un petit peu secrets, qu'il faut exhumer? Et est-ce que le travail du metteur en scène et du comédien que vous êtes peut justement aller dans cette direction? Absolument. Moi, j'aimerais bien finir mes jours comme ça, parce que je commence à être fatigué. Je suis lucide, hein, mais j'ai l'impression aussi que
j'ai très envie de poursuivre autour des traces mémoires de la Guadeloupe. C'est mon pays. J'ai fait un gros travail sur la traite négrière et l'esclavage. J'aimerais bien aussi faire avant l'arrivée des Africains sur le génocide. Mais je poursuis ce travail depuis quelque temps. Et tu as rappelé tout à l'heure que c'est dans le cadre de ce que moi j'appelle les ateliers du savoir. Tu n'es pas sans savoir que j'étais candidat à l'archipel. Et ça faisait partie de mon travail, de ce que je voulais proposer à l'Assemblée nationale. J'ai lu le document. Voilà. Le hasard a fait que je ne suis pas l'élu, mais c'est pas grave. Mais j'ai sorti les ateliers du savoir et j'aurais bien aimé faire le tour de la Guadeloupe et proposer aussi à d'autres metteurs en scène de faire ce travail autour de nos pages d'histoire. Ça veut dire que pages d'histoire enfouies. Oui. Alors depuis qu'on a fait ça, j'ai déjà rencontré des Mouliens. Les Mouliens m'ont dit attention, en 1952, on a tué aussi. 14 février 52, la Saint-Valentin. Oui. Et donc, je suppose que peut-être même que chaque commune aurait ses blessures secrètes et ensemble, on pourrait faire un véritable travail citoyen avec des professeurs d'histoire à la retraite, avec des passionnés d'histoire, avec des historiens. Nous pourrions comme ça mettre en place les ateliers du savoir et réinventer et se réapproprier notre histoire à la seule condition que les habitants, les citoyens de la Guadeloupe soient acteurs de leur histoire. Ça veut dire qu'on mettrait le théâtre au service de l'histoire et nous serions tout simplement des témoins vivants. Alors, je vais lancer un appel parce que le nom est revenu. Il y a eu à Pointe-à-Pitre une affaire d'Etrich. Il y a quelques années, très très longtemps, pour été fait ni vous ni pour mon Guilla, un Français avait insulté des Guadeloupéens sur la place de la Victoire et il a été pratiquement lynché par les Guadeloupéens en colère. C'était un acte raciste qu'il avait proféré. Et donc, s'il y a des gens qui sont en Guadeloupe, à quoi ni moun la pointe qui savent ça toujours, la fille d'Etrich, eh bien, faites-nous part et Luc Saint-Éloi sera content de voir. Alors, Luc, c'est très important parce que c'est le moment d'enregistrer. Maintenant, on a plein de petites machines, on enregistre rapidement. On n'a même pas besoin d'acheter du gros matériel. On peut faire ça. Alors, donc, résumons. Le matin, vous êtes chez Jazor. Le matin, je suis chez Jazor, samedi de 10h à 13h pour la dédicace de l'ouvrage. Le soir, à 18h, je suis en présence de Madame Henriette Kozak, qui est la fille de Nadir Rousseau, maire de cette époque, en 1943, pour un échange avec le public. L'entrée est gratuite à 18h. Et mercredi, c'est le grand rendez-vous autour de la pièce avec toute ma distribution. Auguste Eugène, j'allais dire Auguste Eugène, mon Dieu, c'est... Puis est-ce qu'on souhaite revoir autre part, qu'on reverra peut-être Luc Saint-Éloi sur les derniers mots? En tout cas, c'est une pièce qui mérite de circuler. Nous avons des espaces, des infrastructures qui méritent d'accueillir ce travail avec... On peut lancer l'appel au directeur de l'archipel. L'archipel, Gérard Poumarou, je suis à ta disposition. La pièce est là et c'est preuve même qu'elle doit circuler. Nous pourrions, pourquoi pas, faire le mémorial acte aussi. Je suis présent et je tiens à remercier le Festival Cap Excellence en théâtre parce que c'est aussi grâce au festival que je suis arrivé avec le spectacle que j'ai intitulé Celles et ceux qui ont dit non à l'ombre. C'était aussi une manière de rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus, qui ont perdu leur vie pour notre dignité d'homme. Mais également, j'ai eu l'occasion de rendre hommage à Gerty Archimède, mais aussi aux victimes des événements de mai 67, 26 et 27 mai, parce que c'était une manière de dire que ceux qui sont tombés, Fangarol, Jacques Nestor et tout cela, ce sont aussi des Guadeloupéens qui ont dit non à l'injustice, non aux inégalités, qui ont réclamé un peu plus de dignité et dont le sang a coulé, et qui sont encore enfouis dans l'ombre parce qu'on dit 8 identifiés, on suppose qu'il y a plus d'une centaine. C'est un travail qu'on doit continuer à faire ensemble. Et là, je suis en train de travailler sur le texte de Guy Lafage, puisque tu m'as posé la question hors antenne, qui a fait un gros travail sur les archives et sur le procès des 18 inculpés guadeloupéens du Gong. Le spectacle va s'appeler L'impossible procès. Nous avons 60 personnages et je sais... J'aimerais bien faire une lecture mise en espace avec le premier casting à la fin de l'année. Et ce serait le cinquantenaire du procès, puisque le procès a eu lieu à Paris en 1968. Donc j'espère qu'en mai 68, nous aurons la possibilité de jouer cette pièce avec les meilleurs comédiens de la Guadeloupe. 60 personnages que j'ai réduits à 20 personnages, avec des avocats, des inculpés, tous les grands témoins de l'histoire. On a Sartre, on a Jean-Paul Sartre, on a Paul Verchès, on a les grands avocats, les Manville et compagnie. Mais je souhaiterais vraiment
vraiment que je sois accompagné par le département et le conseil régional. Parce qu'on ne peut pas monter cette pièce sans moyen aucun. Absolument. Et je ne sais pas, tu t'en es rendu compte, je ne peux pas créer tout le temps. Donc je ne peux pas créer, je crée des petites formules comme celles et ceux qui ont dit non à l'ombre. Je remercie la Marie-Grande parce qu'on vient de démonter l'exposition Les Échos de la Mémoire, la communauté des communes qui a fait vraiment un merveilleux travail à nos côtés. J'en suis vraiment très heureux. Madame Marie-Zette Zoll, à qui je dis merci, et toute son équipe de la communauté des communes. À Marie-Galante, nous avons été très bien, nous avons été parfaits. C'est vraiment la Guadeloupe qu'il faut vraiment mettre en avant parce qu'on a quand même le sentiment que cette Guadeloupe-là est encore à Marie-Galante. Celle que j'ai connue quand j'étais gamin, moi, en Guadeloupe. Là, arrivé Marie-Galante. Pas pleurer. Non, pas pleurer. Mais je tiens à dire merci parce qu'on vient de démonter les Échos de la Mémoire là, mardi. Ça veut dire qu'on a fait janvier, février, mars, avril, mai. Extraordinaire comme voyage dans l'histoire. Et il y a eu beaucoup de passages. Merci au département qui a mis à disposition le site et merci au conseil régional. Et merci à Luc Saint-Éloi d'être venu. Pas de moyen arrêté ou manquer arrêté. Mais non, mais il y a tellement de choses à dire. Mais tu me reçois 5 minutes sur une journée entière. Voilà, on va parler. Non, on dit tout ça, on l'a dit, peut-être même moins, mais on connaît l'occasion, vous venez. De toute manière, comme ça, pas de souci, Luc, dès que tu souhaites venir ici, porte là ouvert. Voilà, on va parler chronique juridique avec France Calvaire, qui revient liquidation de succession. Alors, ça a fait des émissions, France, qu'on va parler de ça. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez des problèmes de partage judiciaire. Qu'est-ce que ça y est exactement? Oui. Mais le problème, c'est que pour arriver à partage judiciaire, c'est-à-dire pas tribunal, il faut la loi a dit passer par une phase amiable. Partage amiable. C'est obligatoire. Et nous dit les 2 dernières fois que nous parlons que nous avons succession. Premier butin, c'est chercher les héritiers. En général, il faut vrai en généralogiste, c'est travailler, c'est des experts. Pour chercher qui a hérité à qui moun. Ensuite, là, on va ouvrir noter là, ça, il a dressé un acte qui est très important, c'est un acte de transmission, un acte de notoriété après décès. D'accord. Monsieur est tel, au moins est tel mort, il laisse tel monde pour succéder. Tel monde mort, mais il laisse tel ou tel petit monde. Donc, dans l'acte ça, nous avons tous les héritiers. Et là, on va ouvrir noter là, ça, il a établi un acte de transmission immobilière. C'est un acte aussi qui est fondamental. Il a dit simplement, monsieur est tel mort, il laisse tel monde pour hériter et chaque monde a ça à dans quel pourcentage qu'il a hérité. Ah, ok. C'est lui qui a droit à chaque monde. Monsieur un tel qui a hérité de temps, moi un tel de temps, Timna monsieur un tel qui m'a hérité de temps, etc. Et là, on va voir noter là, toutes ces butins-là, ça, il a fait un acte de partage. Un acte de partage, si tout le monde est d'accord. Parce que si on n'est pas d'accord, l'avocat là obligé. Et souvent, il y a qui n'est pas d'accord, ou qui n'est pas avis, à Mozan, il y a nous l'autre, mais il était un demeure de ville, souvent il n'est pas ville, et des gens pour remplacer. Et si finalement, ça ne pas tomber d'accord même, à un moment là, ça, nous allons passer au partage judiciaire. C'est là que nous avons habité à Jodla, au partage judiciaire. Partage judiciaire là. C'est devant le tribunal là, ça. Devant le tribunal. Ça veut dire que nous essayons de parler ensemble, nous essayons de faire ça à l'amiable. Ça n'a pas marché. À présent, c'est la guerre. Nous avons le tribunal et nous avons tiré pour tout. Il a fourni avocat. Pas notaire seulement, là, la fourni avocat. Notaire là pour là encore. Je n'ai jamais laissé tomber. Mais j'ai laissé tomber un partage amiable là. Ce tribunal là, à un moment là, ça parce qu'il y a 2 phases. Dans la première phase, le tribunal là a désigné un notaire. Puis dresser, c'est en l'état liquidatif. Il y a dans le deuxième temps, que dans la deuxième audience, l'audience d'homologation. Donc, Adam, il a désigné notaire là, il a recalculé droit à tout le monde, il a établi un état liquidatif, et souvent, vrai, il y a un monde qui n'a pas manifesté, qui n'est pas d'accord, parce qu'il faut tout le monde représenter dans le partage là, partage judiciaire là. À un moment là, ça, il a mis en demeure de désigner un monde pour représenter. Si le monde n'a pas venu, il peut demander au tribunal là de désigner un monde pour représenter. Ça veut dire que pour partager ça fait, il faut tout le monde égal, pas également dedans. Il faut tout le monde représenter. Ou alors, il faut que le monde qui part venir pour X raisons, il faut que vous mettez une demeure d'être représenté, des voyants de représenter. Si il ne vit pas, vous ne pouvez pas empêcher un monde de suicider, il faut qu'il ne pas venir signer un papier pour l'hôtel, débrouiller. Nous crions, il ne peut pas répondre, débrouiller. Donc tout le monde là, et à un moment là, ça, partage là qui est homologué ou pas par le tribunal là, à la deuxième audience là. Qui rôle l'avocat là à un moment là ça?
Ah ben c'est de représenter et assister. Donc il y a un avocat des deux côtés. À deux premiers temps là, partage jamais pas ni avocat. Ouais. C'est avocat là qui a vu dans le partage judiciaire devant le tribunal. D'accord, devant le tribunal là. À deux premiers temps là, c'est notaire là avec ces monde là. D'accord. Bien. Bon ben sont bitin qui bien compliqué, mais ça peut arriver souvent un partage judiciaire comme ça. Ah, le plus souvent, c'est partage judiciaire. Depuis qu'on n'a pas d'accord, c'est partage judiciaire. Ah oui, c'est la guerre. Ok. C'est très courant. Le partage amiable, c'est très rare. Si vous avez raté cette émission, bien, vous avez la www.zcl.tv. Tout est en ligne. De toute façon, pas ni problème. Faut nous retrouver la semaine prochaine, jeudi prochain. C'est l'ascension, oui, là. Quelle est l'ascension là? On fait du café ici. Bref. Mais non, mais monsieur Gamaché? Normalement. Ah ben si j'ai Gamaché, oui là. Alors, avant de partir, je voulais vous présenter quelques ouvrages qui sont sortis. Outre le Blessure secrète pour le 1943 qu'il faut avoir, un des derniers ouvrages de Raphaël Confiant, L'insurrection de l'âme, sous France Fanon, Vie et mort du guerrier Silex. C'est une somme, il gros, près de 400 pages sur une espèce de biographie romancée de France Fanon qui est très d'actualité ces jours-ci, puisqu'on sait qu'il y a un film qui se prépare avec notre ami qui a fait le Gang des Antillais sur France Fanon. Autre ouvrage, Portrait A de Alain Rutil, édition L'Harmattan, une série de portraits en créole, 100% créole, il est en créole, pas en mot français à dingue. Il est sorti aussi, et aussi, c'est la période, Victor Hugues. Connaître Victor Hugues, Luc? Oui. Alors, c'est un gros pavé de plus de 500 pages, Michel Rodinho, l'ambition d'entrer dans l'histoire 1762-1826, avec une préface de Patrick Villiers. Et c'est toute une série de documents sur cette personnalité contestée quelquefois de Victor Hugues. Vous savez que Victor Hugues coupé tête en Lobéké, vous voyez, au Martinique. Sur la place de la Victoire. Sur la place de la Victoire. Après, il vient, on laisse lui-même, on laisse des bandits. Finalement, il a fini en Guyane. C'est à Lyon. Je recevrai bientôt Michel Rodinho ici. Alain Rutil sera aussi notre invité. Et si jamais Raphaël Confiant passe en Guadeloupe, on savait quoi regarder une Martinique, ben Kelly. Et demain, je reçois ici Justine Bénin. Ça, c'est autre chose. Ma méthode, l'exercice pratique du mandat local. Elle se présente aux élections législatives. Nous avons l'occasion demain vers Marie-France de recevoir Justine Bénin, ma méthode. Voilà, j'ai tout dit. Merci. Donc, si vous étiez à l'écoute depuis 12h30 avec Mendy, il est pratiquement 12h58. On a tenu le temps. Et on se retrouve demain à partir de la même heure, midi et demi. Il finit, il boot. Bon appétit si c'est pour manger, mais moi,